Salut. Salut à ceux qui regarderont le replay. Salut Sam, t'es où? Viens me voir, viens me dire bonjour s'il te plaît. Je suis à Paris, alors viens. Salut Milo. Je bug. Bonjour. Salut Louis. Ça bug encore? Ah ouais, ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de 4G ici en fait. De l'élection présidentielle. Et ensuite, on va essayer d'avoir une discussion sur ce sujet-là. Maintenant, hein, c'est pas la peine d'attendre. Tu vas commencer à dire un mot pour entamer le débat. De toute façon, il faut forcément qu'on commence à discuter pour que les gens viennent si le sujet les intéresse. Il faut donc que quelqu'un commence à expliquer les Bug, choses. bug, big bug. Et ensuite, petit à petit, on pourra T'as le discuter. rythme, Sam. Viens me voir, bordel. Première question à vous pose, pourquoi nous proposons un boycott des élections et pas simplement comme souvent les gens s'abstiennent spontanément parce qu'ils ne voient pas de raison de voter ou comme certains mouvements proposent l'abstention parce qu'ils considèrent que ce système, de toute façon, c'est pas la peine de s'en occuper. Nous pensons que la période est mûre pour qu'il y ait une action collective affirme que ce système ne nous convient pas du tout. Et les raisons qui font que cette fois-ci, c'est pas pareil, c'est différent, c'est parce que, d'une part, il y a une telle discrédit du système et un tel dégoût dans la population que il nous semble que le moment est mûr. Une autre raison importante, c'est parce que il y a quand même eu depuis un an, plus même, des mouvements populaires importants qui sont quand même un signe qu'il y a un certain nombre de personnes et de groupes qui sont mûrs pour prendre les choses leurs affaires en main, et donc il faut aller dans ce sens. Et donc, j'ai presque honte de vous faire un petit tableau de la situation actuelle, tellement elle est évidente, tellement il y a... Tellement elle est absolument insupportable. Bon, ça fait quand même un certain temps que les présidents successifs nous ont montré qu'on vote pour eux, et puis après, pendant 5 ans, ils font ce qu'ils veulent, et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont promis. On voit les candidats actuellement qui disent, enfin, on a l'impression qu'ils écoutent les sondages, ils disent, ah bah tiens, aujourd'hui les gens ils ont envie d'entendre telle chose, je vais dire ça. Et puis le lendemain, bon, bah ils ont envie d'entendre autre chose, je vais dire autre chose. Et donc, je crois qu'il y a quand même des sondages, des enquêtes, on peut en penser ce qu'on veut, mais il semblerait qu'il y a 40% des gens qui voteraient blanc si le vote blanc était pris en compte, et au moins 30% qui vont s'abstenir. Donc ça veut dire que ça ne marche plus, c'est un système qui a fait faillite.
il y a cette enquête qui parle du phénomène trafe, plus rien à foutre. C'était mort, que les autres allaient gagner la guerre. Donc, bon, le désenchantement est général. Et en plus, il est de plus en plus clair que tous ces gens sont entièrement au service du patronat national, mais je sais rien là sur la connexion. De la finance. Bon, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Et qui ne font que des politiques qui vont aggraver la situation des classes populaires et éventuellement les jeter entre les bras du FN. Alors, bon, évidemment, on dit ah oui, mais on pourrait voter pour la gauche, l'extrême gauche, etc. Bon, un autre élément de désenchantement avec la situation actuelle, c'est que, d'une part, quand on a voté contre le système, et quand on a voté contre le traité européen, on nous a dit, circuler, il n'y a rien à voir, nous, les Irlandais, les Hollandais, il se passe quelque chose à côté. Moi, ça me fait chier parce que je suis pas là pour voir bon, je continue ou quoi? Les mecs qui se battent avec les flics. Oh. Mais il se passe visiblement quelque chose là. Bah ouais. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été le bordel, il y a eu une foule d'un coup autour des flics. Donc si on vote contre, on n'en tient pas compte. Et quand les Grecs ont élu Syriza à la suite d'un mouvement social important, eh bien Syriza, ce sont les mouvements qui peuvent changer les choses. Syriza, elle s'est couchée devant les financiers. C'est pas ça qui les a sortis d'affaires. Donc ça c'est la situation qui fait qu'il faut vraiment un mouvement important et non pas un vote. Et d'un autre côté, il y a eu des mouvements. On a eu Nuit debout, on a toujours Notre-Dame-des-Landes et d'autres mouvements qui montrent qu'il y a des gens qui commencent à se dire bon, il faut prendre nos affaires en main et il faut des débats sur toutes les vraies questions de société à la base. Et c'est ces mouvements-là que nous soutenons et c'est dans ce sens-là que nous voulons aller. Voilà. Ça commence à piquer. Moi, ça sera plus rapide. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir continuer ce débat parce que on a nos amis les bêtes là qui envoient des lacrymos. Moi, je voulais revenir simplement sur l'aspect pourquoi boycott et pourquoi pas abstention. Alors un tout petit peu d'histoire, hein, c'est bon, voilà, un petit peu de culture, on va dire. Le mot boycott, il est arrivé en 1880, la première fois que ça a été utilisé, ce mot. Il y avait un intendant d'un grand propriétaire terrien en Irlande qui assommait par des loyers astronomiques les métayers, donc des paysans. Il s'appelait donc cet intendant, il s'appelait Charles Cunningham Boycott. Et donc les métayers, donc les paysans, ont refusé de faire des affaires donc avec ce monsieur Boycott. Et donc c'est à partir de ce moment-là, et donc il refusait entre autres aussi de faire les récoltes sur les champs. Et ce monsieur Boycott et le propriétaire terrien ont été obligés de faire appel à l'armée pour essayer et donc faire appel à des jaunes pour faire les récoltes. Et ça lui coûtait plus cher finalement que de répondre aux revendications des métayers. Donc d'où ce mot boycott. Alors ça ne veut pas dire que les actions par exemple de refuser d'acheter des produits par exemple à des compagnies, ça s'est pas fait avant. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, c'est 1830 par exemple où il y avait eu des actions de refus de marchandises propriétaires de compagnies qui continuaient à faire de l'esclavage, donc pour combattre l'esclavage aux États-Unis.
il y avait eu une action effectivement de refuser les produits issus des compagnies qui continuaient à avoir des esclaves. Et puis plus proche de nous, toujours aux États-Unis, pendant le mouvement des droits civiques, il y a la fameuse histoire de Rosa Parks qui avait refusé de laisser sa place à un blanc dans les bus, puisqu'à l'époque, aux États-Unis, dans les années 50, il fallait que les Afro-Américains laissent leur place aux blancs dans les bus. Et suite à l'action de Rosa Parks, il y a eu les Afro-Américains ont refusé finalement d'utiliser les compagnies de bus qui continuaient à avoir ce système de discrimination raciale. Et donc, à force de boycott de ces bus, il y a eu des avancées sur les droits civiques, entre autres aux États-Unis. Et puis plus près de nous encore, il y a eu l'action, on peut dire là, de millions de personnes qui ont boycotté des produits émanant de l'Afrique du Sud pendant l'époque de l'apartheid, et ça a contribué largement, effectivement, là, des millions de personnes qui boycottaient les produits de l'apartheid, donc de l'Afrique du Sud, ça a contribué largement à faire céder l'Afrique du Sud sur sa politique d'apartheid. Et puis aujourd'hui, encore un boycott qui existe, toujours un petit peu sur le problème de la non-consommation de produits, c'est la campagne boycott des investissements sanctions par rapport à l'État d'Israël. Donc tout simplement, moi je ne vais pas faire d'autres exemples, tout simplement pour dire que le mot boycott, ça fait référence quelque part à une action collective. Et donc la différence avec l'abstention, c'est que généralement, l'abstention c'est un acte individuel. On s'abstient, on ne va pas déposer son petit bulletin de vote dans l'urne, et généralement ça va pas plus loin que cela, même si par le passé il y a eu des campagnes d'abstention révolutionnaire, etc. Mais enfin c'est quand même très marginal. Et ce qu'a rappelé Hélène tout à l'heure, effectivement, on est dans une période aujourd'hui où il y a quand même une remise en cause de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes. Nous, on est un petit groupe, on s'appelle les déserteurs actifs, mais on sait qu'il y a de multiples groupes aujourd'hui qui ont un petit peu cette idée en tête. Il y a les Ingouvernables, il y a Boycott 2017, il y a d'autres groupes qui aujourd'hui ont envie effectivement d'agir sur le problème des élections. Et ce qu'on veut dire surtout quand on parle de boycott, c'est qu'il faut absolument une action collective, pas simplement individuelle, parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc une action collective pour refuser les élections. Et quand on refuse les élections et cette démocratie représentative, ça veut dire aussi qu'on remet en cause cette société, et là il faut l'appeler par son nom, cette société capitaliste. Donc maintenant, qui veut prendre la place pour peut-être parler du mot actif? Qu'est-ce qu'on entend par le mot actif? Oui, donc pourquoi avoir ajouté le mot actif à l'idée de boycott qui est déjà en soi supposé effectivement un comportement volontaire et pas seulement un retrait, une absence? Parce que on pense que ce qu'il faut chercher à travers cette idée de boycott, c'est à promouvoir l'idée que la démocratie ne passe pas par les urnes. La démocratie, elle passe essentiellement par les luttes. On m'entend pas? Si. Oui. La démocratie représentative, c'est une délégation donnée à quelqu'un, une élection faite à quelqu'un qui ne doit de compte à personne, une fois qu'il est installé au pouvoir, alors que la démocratie représentative ne permet, si on entend par démocratie le fait de pouvoir dire son mot, s'organiser sur tout ce qui nous concerne au quotidien, que ce soit l'organisation du travail, que ce soit l'habitat, les formes d'habitat, que ce soit l'occupation de l'espace, etc. Sur toutes ces questions-là, c'est évident que la démocratie représentative ne nous offre aucune occasion de pouvoir dire notre mot. Même si on s'en tient pas à l'élection présidentielle, on peut penser à l'élection, aux élections qu'il peut y avoir par exemple dans les entreprises. Mais le système représentatif ne nous permet pas, on peut effectivement élire des représentants, mais c'est des systèmes qui ne nous permettent pas d'avoir
notre mot à dire sur l'organisation du travail, sur le sens du travail. La démocratie s'arrête à la porte des entreprises, c'est bien connu. Mais on peut élargir ce discours à des tas de niveaux. Je veux dire, à l'intérieur des quartiers, bon, on vous demande parfois, on a mis en place par exemple des conseils de quartier, les représentants des conseils de quartier, je veux dire, ils sont censés nous représenter, mais c'est pas à travers ça qu'on arrive à se mettre d'accord et à prendre des décisions qui pourraient nous permettre de décider comment organiser l'espace, comment organiser l'habitat, comment répartir les logements, etc. Toutes les choses essentielles qui fondent la démocratie. Alors, comment s'y prendre Alors, notre conviction première, c'est que ça passe pas par un bulletin de vote, ça ne passe pas par le fait d'élire des représentants, quels qu'ils soient. Ça passe par le fait de s'organiser, de se battre partout, là où on se trouve. Et ça passe par toutes les formes d'auto-organisation que l'on peut mettre en place. Alors d'ailleurs, si on remonte dans l'histoire et on regarde quand est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire importants où les gens se sont auto-organisés, ça a toujours été dans des contextes de lutte. Bon, dans l'histoire, on pense évidemment, par exemple, à la Commune de Paris. On peut penser aux conseils ouvriers qu'il y a eu en Russie en 1905 et puis après en 1917. Effectivement, dans toutes ces situations, les gens se rassemblent, discutent de la façon dont leur vie au quotidien doit s'organiser, et en particulier au boulot. On peut penser à l'expérience de la Révolution espagnole, des collectivités espagnoles. Toutes ces formes de lutte-là, toutes ces organisations-là sont nées d'une lutte, et c'est dans ce contexte de lutte que l'on voit effectivement des formes de démocratie authentique se mettre en place. Donc, notre idée d'être actif, c'est de promouvoir l'idée que partout où on se trouve, on peut effectivement essayer de mener bataille et essayer de promouvoir le fait qu'on se mette en mouvement, parce qu'effectivement, je veux dire, la condition d'une vraie pratique démocratique suppose qu'effectivement que massivement les gens décident qu'ils doivent reprendre leurs affaires en main et faire tout de suite. Que ce soit, je vous laisse là-dessus. L'organisation